Bonjour, je m'appelle Jean-Yves, je suis guide de haute montagne depuis 20 ans. Je suis enragé de montagne, j'arrive pas à m'en passer. Et puis, comment dire, j'avais fait un stage de parapente quand j'avais 13 ans. J'avais tanné mes parents pour faire mon premier stage de parapente très jeune, parce que je voulais voler comme les oiseaux. Et puis après, j'ai mis un petit peu de côté, j'en ai fait un pointillé, mais sans vraiment m'y consacrer. Vous entendez au fond, je parle assez fort. Oui. Et puis quand j'ai fini mon guide, j'ai été papa aussi de ma première fille. Et puis on a acheté une vieille ferme à rénover dans un joli coin paumé de la vallée d'Abondance. Et puis j'avais plus le temps de faire de l'escalade avec mes copains, parce qu'aller grimper, ça prend tout de suite une demi-journée ou une journée complète. Et puis je me suis mis à faire du parapente, parce que ça me permettait d'aller crapahuter derrière chez moi pendant 1 heure ou un peu plus, et à redescendre à la maison en 5 minutes. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait moyen de relier les montagnes qu'on a envie de grimper en parapente. Donc je crois que c'est en 2011 ou en 2012, avec mon copain Gabi Nougel, qui m'a pris sous son aile pour m'apprendre le parapente et trouver les ascendances. On est allé par exemple depuis la maison, parce que le but du jeu c'est toujours de partir de chez nous, on est allé relier en parapente les ascensions de la face nord des Grandes Jorasses, celle de la face nord du Cervin, et puis celle de l'Eiger. Et puis on est rentré à la maison, ça nous a pris 15 jours. Mon copain Gabi n'avait jamais grimpé une grande montagne dans les Alpes. Et il s'est retrouvé à grimper les 3 faces nord mythiques des Alpes en 15 jours. Il est bûcheron, il est chef de piste à Bernex, et puis voilà. Et puis il m'a fait confiance. Moi je lui faisais confiance pour le parapente, et lui m'a fait confiance pour l'alpinisme. Et puis dans le même temps, je peux parler? On parle du livre. Je continue pas. Mais tu peux aussi, on peut faire des pauses. Hein, ouais. Non, mais dans le même temps, en 2008, après l'ouverture de la Voie des Papas dans les Drus, il y a Jean Troyer, le fameux Jean Troyer, dont j'ai écrit le portrait dans 100 alpinistes. Ouais, aussi, ouais, dans 3 livres tu as déjà. M'a invité à l'Annapurna. Et on s'est retrouvé au camp de base de l'Annapurna pendant 2 mois à regarder la neige et la pluie tomber. On n'a quasiment rien fait, on a à peine chatouillé la montagne. Et je me suis ennuyé, mais un truc, on n'imagine même pas comme je me suis ennuyé. Je me suis juré de plus jamais partir en expédition sans mon violon et sans mon parapente. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre systématiquement un violon et un parapente sur les camps de base avec Jean. Et puis d'année en année, jusqu'à ce qu'il fasse son AVC dans la voie Messner à l'Annapurna. Donc on était retourné une 2e fois à l'Annapurna. J'ai pris vraiment goût à faire de la musique et à faire du parapente en Himalaya. Et puis en 2013, j'ai franchi le cap. Je me suis dit, je vais faire un projet uniquement parapente bivouac. Et je vais partir avec mon violon. Ça faut que tu expliques parapente bivouac. Dans les Alpes, on le fait en s'enroulant dans son parapente. On vole toute la journée et puis on marche quand ça vole pas, et puis le soir on s'enroule dans son parapente pour dormir, et puis voilà. Et puis par contre, quand on veut faire des projets un peu plus pointus, comme en Himalaya, et c'est des projets de plus longue haleine, du coup il faut prendre la tente, il faut prendre le sac de couchage, il faut prendre le réchaud, etc. Donc, je vais lire un petit passage du livre pour qu'on comprenne maintenant. Voilà 3 années que ce grand projet me trotte dans la tête. Après avoir traversé l'Himalaya indien en 2013, puis le Karakoram pakistanais en 2014, j'ai acquis la conviction que la traversée complète de la chaîne himalayenne en parapente bivouac était techniquement réalisable. Quelques 4000 km de glaciers, de pics acérés et inexplorés, de gorges profondes, de prairies, de villages et de peuples accueillants sépare le premier 4000 en Ouzbékistan du dernier en Birmanie. Comment ne pas rêver de l'aventure la plus totale sur le fil de la plus massive chaîne de montagnes de notre planète? Une aventure à travers 10 pays, parfois en guerre, pratiquant des religions différentes dont le seul point commun est d'être placé sur l'épine dorsale de notre terre.
Comment ne pas imaginer un voyage à la rencontre de tous ces peuples qui vivent, rient et souffrent au pied d'une même crête de montagne? Voilà 3 années que je noue des contacts et des amitiés dans différents pays afin de contourner l'interdiction de voyager seul et en parapente. 6 mois que je réunis les visas des 4 premiers pays traversés sur un passeport que j'ai déclaré volé afin d'en posséder un deuxième exemplaire caché dans le double fond de ma boîte électronique, que je ne ressortirai que lorsque les choses tourneront mal. Administrativement, j'aurai le droit d'être présent dans tous les pays traversés, sauf l'Afghanistan. J'ai prévu de partir de l'ouest du Tadjikistan, de sortir illégalement de ce pays, et enfin de traverser encore plus illégalement les 30 km du corridor de Wakam, afghan, pour rentrer clandestinement au Pakistan. Donc ça, c'est le projet. Un grand projet quand même, hein. Mais au départ, c'est quand même pas facile de le réaliser parce que... C'est un rêve, c'est un rêve qu'on se dit c'est réalisable, mais il va falloir enfreindre 2-3 règles. Il va falloir filouter avec les administrations de chacun des pays. Et du coup, oui, effectivement, j'avais prévu de rentrer au Pakistan clandestinement parce que j'ai un copain très haut placé, fonctionnaire à l'immigration, donc qui m'attendait de l'autre côté. Donc c'était pas... Enfin voilà, il y a un côté un petit peu ma boule, je comprends, mais j'avais essayé de préparer le truc le plus sérieusement possible, sachant que de toute façon, dans aucun des pays que j'avais l'intention de traverser, puisque j'ai traversé l'Himalaya par son versant sud, et que le versant nord, forcément, c'est la Chine, c'est le Tibet. Et donc, tout le long de cette frontière-là, on n'a pas le droit de voler. Donc le projet en lui-même, je savais qu'il était illégal du début jusqu'à la fin. Sans parler de la prise de risque, parce que là aussi, il y a les droits, mais il y a quand même une prise de risque énorme, quoi. Par rapport à ta petite personne qui tout d'un coup peut se retrouver isolée, sans secours, sans rien, au milieu d'une montagne, après un crash ou je ne sais quoi? Alors par rapport à la prise de risque en parapente, c'est sûr qu'on peut ne pas avoir de coup de chance, mais par contre, quand on part de ce type d'aventure, le parapente, on le pratique pas du tout de la même manière que ici. Ouais. On le pratique avec la plus grande marge possible. Et puis forcément, il y a des jours où on se laisse emporter par la griserie et puis l'excitation des conditions exceptionnelles. Et puis quand on se retrouve le long du Nanga Parbat à 6500 mètres, et qu'on a déjà volé 3-4 heures, qu'on a couvert 100 km à travers le Pakistan, et puis qu'on en prend plein les mirettes, qu'on voit toutes ces pentes de neige, de glace, ben voilà, c'est génial. Et on oublie forcément de garder cette petite marge de sécurité, ou cette grande marge de sécurité, mais en tout cas d'un point de vue technique, non, j'étais assez confiant, et puis j'étais bien préparé. J'avais fait 5 stages de 3 jours au-dessus du lac d'Annecy avec tout mon matériel, donc je connaissais parfaitement ma voile et tout le matériel que je trimballais dans mon sac à dos accroché sous mon harnais. Donc non, j'avais pas d'appréhension de ce côté-là. J'avais pas d'appréhension non plus du côté des rencontres, parce que je me force à avoir la conviction que tous les gens des montagnes sont très accueillants, et j'avais juste le souci du passage des frontières. Donc c'était vraiment que le côté administratif purement à chaque fois qu'il y avait un passage de frontière. Ben ouais. On va commencer peut-être à l'aventure. En fait, au début, tu commences par quel pays? Et ben j'attaque à Douchambé, juste au nord de Douchambé, à 2 heures de Douchambé, dans le Pamir, dans la pointe du Pamir Alai, donc à 50 km de l'Ouzbékistan. Mais là, c'est au Tadjikistan. Ouais. Sur le marché, j'adopte mon attitude curieuse des coutumes et des mœurs locales. C'est le seul moyen de comprendre rapidement comment aborder les gens dans ce pays que je ne connais pas. Je flâne un bon moment dans les halles couvertes et dans les ruelles, le temps de faire le point sur les produits disponibles. Si l'aérologie me le permet, je peux traverser le pays en 1 semaine à peine avant de rejoindre la frontière afghane à 500 km. De là, je compte prendre encore une bonne semaine pour traverser le corridor du Wakam à son point le plus étroit et rejoindre le Pakistan au poste de douane de Sost,
où un contact m'attend. Là seulement, je pourrais me ravitailler sérieusement. 15 jours d'autonomie complète m'attendent. Autant de provisions à porter sur mon dos quand je devrais monter à la recherche d'un décollage. Je commence par chercher 2 litres de carburant pour mon réchaud et je découvre que presque personne ne parle anglais. Mes interlocuteurs sont surpris que je ne parle ni le tadjik ni le russe, les 2 langues du pays. Je passe mon temps à sortir mon mini-lexique tadjik et me projette déjà dans les impossibles discussions avec les bergers lors des rencontres dans les montagnes. Autre problème, l'essence ne s'achète visiblement qu'aux pompes officielles. Aucune trace de ces petites échoppes où l'on trouve de tout, où un type sympa est prêt à rendre service pour quelques billets. Je doute que ce pays soit comme ses voisins de l'Himalaya. Bredouille pour l'essence, j'enchaîne sur mes achats de base de survie alimentaire, sucre en vrac, thé en vrac, riz en vrac, sel, épices, bouillon cube. Après 25 années d'expédition, je connais mon corps et mes besoins dans l'effort. Tant que j'ai du sucre, du sel et un féculent à mélanger à de l'eau, je peux avancer. J'ai appris à connaître les goûts et les saveurs qui m'aident à apprécier ce type d'alimentation. Je complète mes achats alimentaires par quelques extras indispensables. Sandales compactes et légères, carré de bâche plastique pour la pluie, allumettes papier journal pour sécher les chaussures, huile d'olive, fruits secs. À la sortie du marché, un marchand de bonbons me tend les bras. Un choix impressionnant de bonbons et de biscuits multicolores est exposé derrière la vitrine. Je passe une bonne demi-heure à choisir 1 kilo des plus appétissants, mais aussi des plus solides pour le paquetage et les atterrissages. On a du mal à comprendre comment tu fais pour porter tout ça. Ben, je sais pas. Hein? Raconte-nous, il est comment ton sac? C'est 15 jours d'autonomie. Mon sac à la marche, peut-être après, je sais pas, Ouais. mais il faisait 45 kg. Ouais, ça. Donc, quand j'ai fait mes essais ici dans les Alpes, je me suis dit que ça allait être laborieux, mais que ça allait être gérable. Et que tiens, quelqu'un que je connais. Ah, on a ça le gosse. Et puis voilà. 45 kilos, ouais. Vous pouvez aussi de temps en temps poser des questions. Hein. Nous, on avance, mais si à un moment donné quelqu'un va intervenir, il n'y a pas de problème. Donc 45 kilos avec la voile. 45 kilos avec la voile. Donc quand tu voles, tu as... Et après, ben, en gros, le matériel de parapente, que ce soit vestimentaire, l'électronique et puis le parapente, le harnais, ça pèse 10 kg. Donc au décollage, j'ai un sac à dos de 35 kg, mais que je garde sur le dos que quelques secondes, parce que dès que mes pieds quittent le sol, je me retrouve à la renverse avec les pieds en l'air, et du coup, vite je prends la commande dans une main, tac, j'enlève une bretelle, j'enlève l'autre bretelle, et le sac à dos vient se glisser sous mes fesses. Et après, en l'air, je le sens plus. Il pendouille en dessous mon harnais. Alors c'est sûr qu'il faut trouver un décollage, quoi. Alors il faut trouver un décollage relativement sûr, parce que courir avec un sac à dos de 35 kg, c'est pas évident. Alors on va continuer, on est toujours au Tadjikistan. Au col, le vent est trop fort pour pouvoir décoller prudemment. Je redescends vers le village en empruntant un chemin différent. Je n'ai plus envie que mes 3 bergers suspicieux me cherchent des poux avec mon parapente. Finalement, je décolle en fin d'après-midi depuis une petite prairie à mi-pente. Les ascendances sont encore excellentes et je les enroule pendant un moment. Monter suspendu à mon bout de chiffon est toujours un peu un miracle pour moi. Instinctivement, je tourne à l'intérieur d'une bulle d'air chaud ascendante, un cadeau de la nature invisible pour l'homme terrestre, mais bien concret pour tout animal volant. Avant d'apprivoiser le mystère du thermique, j'ai lutté pendant de nombreuses années. Je cumulais des milliers de décollages et autant d'atterrissages dans ma belle vallée de Charny à abondance. Mais je continuais à regarder mes copains Gabi et Pascal s'échapper vers la cime du mont de Grange sans vraiment comprendre. Je ne sentais pas ce que je faisais de mal ou ce qu'ils faisaient de plus que moi. Gabi m'a pris en main sans jamais vraiment m'expliquer ses sensations et ses décisions. Un jour, il me disait « Aujourd'hui, ça va être fumant ». Et je le suivais le lendemain au décollage alors que j'étais toute excitée, il m'annonçait « J'y sens pas, les nuages ne sont pas à leur place ». De mon côté, je lui apprenais les techniques d'alpinisme avec des mots compréhensibles. Aujourd'hui, l'élève s'est enrichi de toute l'expérience du maître. Je crois même avoir compris pourquoi Gabi ne voulait pas décrire le miracle de l'aérologie avec des mots. Certes, le soleil chauffe le sol. Plus celui-ci est foncé et dense, plus il emmagasine la chaleur. Plus le sol réchauffe la couche d'air superficielle qui finit par vouloir s'échapper vers le haut et lâche des bulles chaudes et légères. Ce sont les thermiques, les pompes.
des ascendances invisibles qui grimpent dans le ciel jusqu'à se refroidir à la température ambiante. Le libériste, qui vole sans moteur, appelle cette limite le plafond. C'est le dernier étage de l'ascenseur naturel. Parfois, lors d'orages monstrueux, le plaf peut taquiner la stratosphère sans jamais l'atteindre. Donc en fait, il faut quand même connaître pas mal de... Enfin, avoir une sacrée expérience en aérologie pour se lancer dans ce genre d'aventure. Et cette expérience, elle se fait vraiment sur le terrain. Voilà, ça va de soi. C'est comme en alpinisme quand on veut se lancer dans une grande escalade. Ben voilà, faut avoir fait toutes ces classes et faut pas avoir brûlé les étapes, autrement voilà quoi. Autrement, il y en a qui arrivent aussi à brûler les étapes, à se jeter dans le linceul comme ça tout jeune. mais oui, non, j'ai jamais fait de compétition en parapente, j'ai jamais participé, j'ai des copains qui tournent en Coupe du Monde et qui sont d'une efficacité redoutable. Après, moi j'aime bien voler tous les jours, par n'importe quelle météo, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ça me fait marrer et du coup voilà, j'ai beaucoup appris parce que j'essaie de voler tous les jours et du coup je suis pas spécialement perturbé quand je vole en Himalaya par rapport à tout ce qui peut se passer en l'air. Parce que en fait, pour nous néophytes, on ne comprend pas toujours. Quand on a Chamonix, par exemple, on voit des parapentes qui ne font que descendre, mais qui ne bougent pas, qui ne partent pas loin, il y a beaucoup de baptêmes de parapente. Pour les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, on ne se rend pas compte qu'on peut se déplacer comme ça. Ben ouais, mais ça marche. Ouais, mais tu peux l'expliquer peut-être en 2 mots. Non, bah après, quand il y a 50 parapentes au-dessus de Chamonix, il doit y en avoir 250 qui sont en train de se promener derrière les aiguilles rouges, parce que c'est interdit, ou de l'autre côté du Mont Blanc. On sur le Mont Blanc, oui. Voilà, il y a des parapentes, on peut vraiment se promener partout. La dernière fois que ça a posé en haut du Mont Blanc, je crois que c'était en 2013. Et donc on peut décoller du Brévent et aller se poser au sommet du Mont Blanc. Ça arrive une fois tous les 5 ans, enfin, en tout cas tous les 10 ans. Et les parapentes qui ont fait ça, ils étaient 200 mètres au-dessus du Mont Blanc. Ils étaient obligés, c'était la galère pour aller se poser au sommet du Mont Blanc. Quoi. Ouais. Parce que ça monte et puis c'est pas facile d'aller se poser quand ça monte. Quand même. Ouais. Ah bah si. Bon oui. Après il suffit de maîtriser les techniques de descente et d'atterrissage. Il suffit. Voilà. Et puis oui. Donc il peut. Je vais demander ta référence pour le pilote que tu es en parapente. En tant que pilote et ta référence en tant que pilote, quelle est la personne qui t'a marqué pour faire du vol en bivouac comme tu as fait? Je l'avais lu là en fait, un peu c'est ton copain là. Après il y a mon copain Gabi qui m'a appris à voler en thermique et après le mentor en France qui a montré le chemin c'est Philippe Naudet. C'est un parapentiste qui s'est tué je crois en 2010 tout bêtement en essayant une voile qui n'était pas homologuée, c'était un prototype et puis la voile n'a pas fonctionné comme il fallait et il a tapé par terre. Mais ce Philippe Naudet, il avait défriché le vol bivouac au Pakistan, au Népal, en Inde. Et puis bah oui, moi j'avais toujours entendu un petit peu parler de ce qu'il faisait. Après son décès, il y a son épouse qui a fait un joli livre qui s'appelle Échappée belle, je crois, et qui raconte un peu le parcours de ce monsieur-là qui a fait énormément aussi de vol bivouac dans les Alpes. Je disais, juste en parlant qu'il y a le Pierre Bouilloux qui était venu pas mal aussi. Oui, aussi, ouais. Bah oui. Et puis malheureusement récemment, c'est un peu parti, c'est Pierre David. Ah, oui. Voilà. Je voulais Alors en parapente, il y a des risques, mais il y a aussi des risques auxquels on ne pense pas toujours, c'est les mauvaises rencontres. Suivant où on arrive. À 16h, je suis fin prêt. Mon vario et mon GPS sont allumés, j'ai enfilé toutes mes couches et je suis dans mon harnais. J'essaye de bourrer mes mains moites d'appréhension et de transpiration dans mes énormes moufles. C'est toujours un moment fort de décoller. J'attends tellement de chacun de mes vols. Ai-je bien jugé les conditions? Sont-elles suffisamment fortes, pas trop dangereuses? Dans un instant, j'attendrai une accalmie entre 2 bourrasques et m'envolerai pour entamer la deuxième moitié de la traversée du Tadjikistan.
Un cavalier solitaire vêtu de noir déboule soudain à travers les buissons. Je ne l'ai pas vu arriver. Il est essoufflé, transpirant. Il porte un fusil de chasse en bandoulière. Lui n'a pas l'air surpris de me voir. L'homme est grand et costaud, en tout cas plus que moi. Il est bien rasé, je le salue. Salam alek. Il baragouine un truc en tadjik et me répond d'un sourire rapide. Je connais le film, c'est quitte ou double. Je sais exactement ce qui peut se passer. Je l'observe descendre de son canasson à quelques mètres de moi. À l'instant où ses pieds touchent le sol, son visage s'assombrit. Dans un même mouvement, il dégaine son arme et la pointe vers moi. Hurlant en tadjik, il m'ordonne de descendre. C'est bon, j'ai compris. Ce n'est pas quitte ou double, c'est triple. D'un ton plaintif, je tente de lui demander, de lui expliquer que je ne peux pas enlever mon sac à dos et sortir de ma sellette les mains en l'air. Il est énervé, n'a aucun sang-froid et secoue sa carabine dans ma direction. Tout en essayant de sortir de mon harnais sans trop baisser les bras, je me demande si son arme est chargée de balles ou de chevrotines. Je fais un geste pour éteindre mon vario, une violente détonation retentit. Une rafale de grosses chevrotines atteint mes pieds. Je connais le film par cœur. Pas de panique, on passe en mode Clint Eastwood. C'est fou, comme quand ça craint vraiment, le cerveau analyse vite. Je trie les différents scénarios. Veut-il me dépouiller ou m'arrêter? Alors, il voulait... Bah, je sais pas, bah, je ne vais pas tout dévoiler. Bah, tu peux raconter en 2 minutes, ça. C'est la plus mauvaise rencontre hein, de ton aventure, celle-là. Ou c'est la seule. C'est la seule. C'est la seule. Après, l'histoire, avec le recul, et même encore maintenant, je continue à essayer de savoir pourquoi ça s'est mal passé, parce que j'ai 2 amis, un couple d'amis qui allaient faire du parapente bivouac au Tadjikistan cet été. Ils ont fait un super joli film que vous pouvez trouver sur internet qui s'appelle Magikistan. Et ça s'est super bien passé. Ils ont fait que des belles rencontres et ils ont passé un séjour exceptionnel. À leur retour dans la capitale, ils ont été invités, ils ont même fait un plateau télé pour qu'ils parlent de leur sport. Et du coup c'est embêtant parce que moi j'ai pas du tout cette image-là du Tadjikistan et finalement je me dis que si j'avais pas pris la fuite devant les chiens du berger, jamais il aurait appelé les autorités en leur disant bah voilà, il y a un terroriste qui a pris la fuite à 25 km de l'Afghanistan, qu'est-ce que je fais? Et du coup les autorités lui ont tout simplement demandé de m'arrêter mort ou vif. Donc le berger il a cru bien faire et puis moi je me suis pas rendu compte qu'en prenant peur devant ces chiens, ça allait tourner comme ça. Donc c'est un petit grain de sable. C'est un petit grain de sable qui a fait tout foirer au Tadjikistan. Mais après, si c'était pas arrivé au Tadjikistan, peut-être que ce serait arrivé en Afghanistan. Peut-être que si jamais ça s'était bien passé jusqu'au Cachemire, peut-être que j'aurais eu un grain de folie suffisant pour me lancer dans la traversée du Cachemire en me disant bon, ça passera bien entre les armées indiennes et pakistanaises. Et du coup, finalement, voilà, quoi, ça m'a vite stoppé. Et stoppé mes ardeurs vis-à-vis des autorités. Ça t'a stoppé un petit peu combien de semaines? Ça m'a stoppé pendant 4 jours. J'ai été interrogé pendant 4 jours parce qu'ils se sont vite rendus compte que j'étais pas un terroriste. Par contre, j'avais beaucoup d'électronique, j'avais 2 passeports, j'avais un téléphone satellite. Dans mon smartphone, j'avais prétéléchargé Google Earth, donc je pouvais zoomer sur tout le Tadjikistan. Donc j'avais les routes, les mines, les machins, tout ce qu'on peut imaginer. J'avais surtout les sentiers pour pouvoir trouver des accès pour monter dans la montagne et trouver des décollages. Et puis j'avais aussi téléchargé l'Afghanistan. Et l'Afghanistan est l'ennemi juré du Tadjikistan, donc c'était pas du tout une bonne idée d'avoir les 2 dans mon téléphone. Donc il a fallu justifier ça pendant 4 jours. Donc, voilà. Et puis peut-être grâce à lui, parce qu'un espion se promène rarement avec un vrai violon. Et ils m'ont dit allez, foutez-moi le camp. C'est vrai que ce violon c'est une arme, hein, entre guillemets. Mais Je pense qu'il m'a dépatouillé de la plupart de mes ennuis administratifs. Que ce soit avec la police, avec les douaniers.
pendant cette arrestation. À chaque fois, ça collait pas avec le personnage. Et souvent, on me disait, dès que je me mettais à jouer, ça va faire comme ça, mais je le ferai à la fin. On me disait, allez, c'est bon, je te file. Et donc, alors on continue l'aventure, après, ça se poursuit quand même, après donc tu sors du Tadjikistan, tu poursuis ton... Mais c'est un peu dur quand même au début, parce que tu as beaucoup de romans, pas de romans, ou un peu de culpabilité, tu penses aussi à ta famille, c'est encore prêt, c'est pas toujours simple. C'est-à-dire que je sais que je pars faire une grosse bêtise égoïste, et du coup, avant de me faire arrêter, je suis pas trop bien dans mes baskets parce qu'il faut prendre le temps de se mettre dans le rythme. Et puis après l'arrestation, il y a tout qui me donne tort. Donc je continue parce que je suis en tête de mule, mais j'ai pas spécialement envie d'annoncer à ma chérie que ça a déjà commencé à partir en sucette. Mais ça t'attaque quand même par le plus dur, il faut dire, sinon même au niveau... Moi, c'est pas que j'attaque pas par le plus dur, hein, c'est la carte c'est la carte de l'Himalaya et la géopolitique de ce qu'on allait faire en Afghanistan qui rend cette zone-là compliquée en parapente bivouac. Et puis après, ton quotidien, donc c'est voler, trouver un endroit sympa pour atterrir, d'où on pourra repartir, bivouaquer, t'as une petite tente, t'as ton petit réchaud, ton violon, Ouais, alors après le Tadjikistan, hein, parce que je me fais arrêter après avoir traversé un peu plus de la moitié du pays, j'ai dû quitter le pays en avion depuis la capitale. Et puis je veux absolument reprendre mon parcours du point le plus proche d'où je me suis fait arrêter. Donc je fais tout un grand tour par Delhi, je retourne au Pakistan, je remonte tout en haut au nord-ouest du Pakistan. Et puis là je rattaque. Mais je rattaque au Pakistan, je sais que ça vole beaucoup plus haut, je sais que les vallées sont beaucoup plus profondes et les montagnes beaucoup plus grandes. Et les 2 semaines que j'ai passées au Tadjikistan m'ont bien calmé par rapport au poids du sac. Donc la stratégie, c'est d'essayer le plus possible de se poser là où on va dormir et là où on va repartir le lendemain matin. Donc quand ça marche, c'est absolument génial parce qu'on se pose le soir, on passe une crête et puis on va se poser dans l'ombre sur un versant est parce que c'est ceux qui vont souffler les premiers le lendemain matin. Et là, on se pose. Idéalement, on se pose à côté d'un petit endroit plat avec de l'eau. On étale la tente, à côté de la voile qui est toujours étalée par terre. Et puis voilà, on s'installe pour bivouaquer, on fait un peu de musique, on fait chauffer de l'eau ou on fait fondre de la neige. Et puis le lendemain matin, on ressort le parapente de la tente, on l'étale à côté, on fait tout sécher tranquillement, on repack, on redécolle et on n'a pas marché. Mais ça marche pas tous les jours. Et puis des fois, il y a des moments de plaisir, comme là. J'ai volé 7 heures et 150 km. C'est énorme ça. Hein. Un petit névé au milieu d'un pierrier me tend les bras. Je suis à 4650 mètres. L'aller et retour au-dessus ne me permet pas de juger de la direction du vent. Je m'approche en travers. À 5 mètres du sol, la tension dans les ficelles de mon parapente s'échappe. La portance s'est dérobée, je chute lamentablement et réalise que je vais rater le névé. Au moment de l'impact, j'ai devant moi un bloc, une plaque de granit verticale d'1 mètre de haut et 10 cm d'épaisseur. Je tends les 2 jambes et m'éclate violemment contre. Le choc est tel que le bloc bascule, je perds connaissance. Lorsque je reprends mes esprits, je suis couchée sur le dos, choquée. Ma première pensée va à mon violon. Cette fois, c'est fini pour lui. Je laisse passer quelques minutes, puis me dégage de mon anarchement. Je me relève. J'ai une terrible béquille à la fesse droite et une douleur violente à la cheville du même côté. Miraculeusement, je n'ai pas mal au bassin ni au dos. Mon sac à dos pendu sous la sellette m'a encore sauvé la mise. Je boite au hasard dans les alentours, teste ma mécanique, j'ai mal. Les 2 versants de la crête sont rocailleux, j'installe ma tente en bascule sur un mauvais replat herbeux trop petit. Je n'ai pas l'énergie de trouver mieux. Si j'arrive à marcher, le déco de demain sera compliqué. J'inspecte le violon. C'est inexplicable, mais il est intact.
Je passe la soirée à gamberger et imagine même abandonner mon projet si la cheville est cassée. Donc il y a quand même des moments incroyables où tu voles pendant 150 km et au moment d'atterrir, c'est la cata. Ouais, bon après là c'était un choix. Bon, c'était un petit peu compliqué le Pakistan parce que je venais de me faire arrêter au Tadjikistan. Et du coup j'ai beau avoir adoré ce pays-là et avoir plein de copains là-bas et de jamais avoir eu de mésaventures humaines, voilà quoi. Il y a quand même une espèce de truc là qui me trottait derrière la tête et j'avais vraiment pas envie de chercher des ennuis au Pakistan. Et du coup, je voulais rester le plus haut possible à chaque bivouac. Et donc là, je finis une superbe journée de vol. Et donc peut-être 10 minutes avant ou un quart d'heure avant, j'étais encore à 6300 mètres. Et puis là, je vois ce névé-là, je me dis nickel, il y a de la neige, hop, je trouverai bien l'endroit pour mettre ma tente. Et puis badaboum, voilà, je rate le névé et je tape un peu dans un pierrier. Parce que j'essaie de me poser à 5000 mètres d'altitude, quoi. Bah et ouais. du coup, à 5000 mètres, ça se passe pas toujours comme on veut, quoi. La portance n'est pas tout à fait la même. Et puis bah, là, c'était voilà, quoi. C'était dans une zone d'ombre, donc il y avait certainement une espèce de vent descendant et je me suis fait avoir. Voilà. Mais n'est-ce pas ce que je suis venue chercher pendant 4 mois en Himalaya? De l'engagement et des paysages à couper le souffle. Si j'arrive à passer le col Masno à 5300 mètres, je basculerai vers Sandiamir et poursuivrai à travers le Kohistan, un fief des talibans. En 2013, ils se sont attaqués à des alpinistes, exécutant 9 d'entre eux au camp de base du Nanga Parbat. Je suis pourtant déterminée. La situation politique a changé, la terreur ne le fait que d'une poignée de barjots comme en France. J'ai confiance dans ma technique, mon expérience et la météo du jour. Je suis sûre de pouvoir me reposer assez haut pour ne pas m'attirer d'ennui. Je me rapproche du géant, je suis prêt. La concentration m'a fait oublier la cheville douloureuse. Je suis dans ma bulle, je rejoins la base d'un cumulus bien joufflu et franchis une belle arête neigeuse à 5700 mètres. La face rupale du Nanga Parbat apparaît, énorme. C'est la plus haute paroi de la planète, 4000 mètres de neige et de glace. Je vais la longer sur 40 km. Je me fais tout petit dans mon harnais. Un moustique au Stade de France aurait plus d'allure que moi, et mon parapente arpentant cette enfilade interminable d'arêtes abruptes et de barres de sérac. L'ombre minuscule de mon parapente file sur les champs de neige et le mur de glace bleue à travers les crevasses. La sensation de vide est indescriptible. Elle se rapproche ici de l'espace et du temps, de l'infini. Le pied, quoi. Oui, non, mais je souris parce que c'est la seule partie du livre où j'ai essayé de me prendre pour un écrivain et du coup ça me fait marrer que tu l'aies choisi. Mais c'est bien l'image du petit moustique au Stade de France, c'est très mignon. Mais en tout cas, on sent quand même que tu te fais vraiment plaisir, là, ça doit être génial. En plus, pour un alpiniste aussi, de voir, c'est pas parce que c'est quand même un endroit que tu as essayé d'approcher. Bah non, mais c'est le projet, c'est tout juste impensable parce qu'on va dire que les 14-8 000 de la Terre, ils sont concentrés sur le tiers central de cette traversée de l'Himalaya. Donc tout ce qu'il y a à l'ouest, pour me mettre dans votre sens, voilà, c'est du rap de montagne. Après on attaque le tiers du milieu où il y a les 14-8 000, donc les 14-8 000, bah, voilà, je les ai vus de mes yeux propres. Ouais. J'ai vu le K2 là-bas au loin, le Broad Peak, le Gasherbrum, j'ai longé le Nanga Parbat, et puis après, ben voilà, je traverse l'Inde où il n'y a pas de 8000, mais on longe la Nanda Devi, etc. Et puis le Garhwal où je suis allé grimper, et puis ensuite au Népal, voilà, il y a tous ces autres 8000, et ouais, j'en prends plein les mirettes du début jusqu'à la fin. Quand j'aborde le Népal, il y a voilà quoi, le premier 8000 à rencontrer, c'est le Dholagiri, et puis après il va y avoir tous les autres, quoi. Ça va être génial à chaque fois, quoi. Et du coup ouais, non, c'est super bandant, c'est un pied terrible. On le sent, hein. Je me demandais, au niveau technique, ta voile, elle fait combien de mètres carrés par rapport à ton poids et ton sac? Là, le parapente que j'avais choisi, c'est un parapente de 27 mètres carrés. Et c'est une hook 4, donc c'est juste au-dessus d'une voile débutant.
parce que justement je voulais pas avoir une voile trop technique pour avoir affronté des aérologies compliquées. Donc en gros j'avais pris volontairement un fer à repasser et un gros fer à repasser pour pouvoir, je sais plus, le PTV ça montait, le PTV c'est tout c'est le poids total qu'on peut accrocher sous un parapente. Et un parapente normal pour ma taille, c'est 22 mètres carrés, donc là j'avais 5 mètres carrés de plus pour porter tout mon chargement. Ça fait 120. Ouais. Et t'es passé par le col Mazeno finalement. Et je suis passé par le col Mazeno, mais les doigts dans le nez, je suis passé plus de 1000 mètres au-dessus du col Mazeno. Donc c'était génial. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé un parapente de forme carrée? Ben, les parapentes de forme carrée, c'était les parapentes qu'il y avait Dans les années 80. dans les années Je parle en connaissance. On revient du Montana, et dans le Montana aux États-Unis, il y a un centre de fire jumper. Et les fire jumpers, ce sont des parapentistes qui sautent à la lisière des incendies, d'accord, pour éteindre les incendies ou aider les équipes de secours. Et ils ont donc deux sortes de parapentes. Il y a les parapentes classiques et les parapentes carrés, qui semblent être la nouvelle génération de parapentes chez ces gens-là, parce que d'après ce qu'on avait appris, ils sont plus précis quant à l'atterrissage. Et ouais, mais le but, lui, c'est qu'il essaye à chaque fois de prendre quand même les thermiques pour pouvoir passer et monter à chaque fois. Là, ce n'est pas des parapentes ascensionnelles. Hein. Et du coup, avec les parapentes carrés, à mon avis, je pense qu'il n'aurait pas pu passer là où il est passé. D'accord. je pense que de toute façon les parapentistes entre guillemets les plus précis en matière d'atterrissage, qui font que ça et qui s'entraînent à ça, c'est en chute libre. C'est ceux qui sautent d'avion et ils ont des épreuves de précision. Mais après, nous, on a des machins qui planent tellement que c'est beaucoup plus difficile d'être précis à l'atterrissage. C'est finesse 7. Non, 7 c'était il y a déjà bien longtemps. Maintenant, bah oui, ma voile elle a une finesse de 9. En gros, si je décolle 1000 mètres au-dessus de Chamonix, de nuit, c'est-à-dire quand il ne se passe plus rien du tout au niveau soleil, et avec un parapente qui a 9 de finesse, je peux faire, et que je pars à 1 km au-dessus du village, et je peux me déplacer de 9 km. Quoi. Et ça va encore s'améliorer, parce que les parapentes les plus pointus, maintenant, ils sont au-dessus de 10. Et tu t'as pas pensé, tu es contre les parachutes de secours? Je suis pas spécialement contre. Pour moi, c'est un non-sens quand je vole dans le massif du Mont Blanc. Je crois que il vaut mieux ne pas avoir de parachute de secours. Tu n'as pas envie d'aller tirer ton parachute de secours au-dessus des aiguilles de Chamonix ou au-dessus des crevasses de la salle à manger de la Vallée Blanche ou au-dessus du linceul, ou je sais pas, enfin, si jamais tu jettes ton parachute de secours parce que tu as un souci dans des montagnes aussi abruptes, c'est la cata, quoi. C'est vraiment de la roulette russe. Donc je pense qu'il vaut mieux voler son parachute de secours, avoir très très peur que ça se passe mal, et puis à chaque fois qu'on voit que l'aérologie elle commence à partir en cacahuète, et ben, aller vite aller se poser quelque part, quoi. Ou ne pas se mettre en l'air. Ouais. Et puis encore des petits passages où on sent quand même ton plaisir. Je piétine depuis 2 jours, mais je suis heureux d'être là. C'est exactement l'aventure que je suis venue chercher. Un challenge de longue haleine, plein de surprises, bonnes et mauvaises. J'aime la guerre des nerfs. Elle aiguise ma ténacité, mon entêtement. Plus loin, avant que l'arête ne se redresse sérieusement, un campement d'été à Califourchon sur la crête m'attend. L'eau semble couler 300 mètres plus bas dans les ravins. Sans sac, ce sera une promenade de santé. Lorsque j'en remonte à 15h, la pluie se met à tomber sans tonnerre. Je connais le programme de cette fin d'après-midi. Écriture, musique. Heureusement qu'il est là, mon violon. C'est mon seul réel divertissement. Je n'ai pas emporté de lecture, hormis mes cartes et les modes d'emploi de mon électronique. Mon mini-lecteur de musique tourne en boucle chaque soir au coucher. Cette année, j'ai averti les filles que je ne leur écrirais pas de petites histoires illustrées de dessins comme je le faisais jusqu'à là pendant toutes mes expéditions. Cette année, j'essaye d'écrire autre chose.
Cette aventure, je ne la tenterai qu'une seule fois. Je souhaite me souvenir de chaque détail, de chaque prénom, de chaque rebondissement. Écrire, mais certainement pas de la poésie. J'avais horreur de la lecture étant jeune. Après avoir péniblement franchi les années école primaire, je me suis entêtée plusieurs années après le baccalauréat, juste pour prouver à mes parents que mon cerveau littéraire pouvait fonctionner. J'ai finalement tout abandonné pour me consacrer à la seule chose que je croyais vraiment comprendre, la montagne. Les années ont passé, je n'attends plus rien d'elle. Elle m'a pris trop d'amis. J'ai abandonné ma plume depuis presque 20 ans et j'ai le sentiment de ne pas savoir écrire le quotidien. Mes journées sont banales puisque je viens de les vivre. Grimper 1500 mètres dans un nuage en 3 ou 4 minutes à la force des éléments naturels, en sortir à plus de 5000 mètres au milieu de l'Himalaya devient ordinaire, dès lors que je l'ai fait il y a quelques heures, l'avant-veille, et que je vais certainement le retenter le lendemain. Ce que je veux retranscrire dans mon carnet de voyage, ce sont les gens, leurs pensées, leurs paroles, ce dont ils se contentent pour être heureux. Oui, car je ne vois que des femmes et des hommes heureux dans les montagnes de l'Himalaya. Les grincheux et les suspicieux, je les oublie à l'instant même où je reprends mon chemin. Donc cette idée d'écriture, elle est en lien avec ton voyage, hein. Parce que c'est ton premier livre. Oui, non, oui, c'était un petit peu de la triche. Ça serait un peu de la triche de dire que j'avais pas le désir secret de raconter cette aventure-là avant de partir. Pour pas en perdre une miette, c'est beau, je trouve, c'est ça. Ouais. Oui, et puis bon, on se connaissait déjà, et puis Charlie Buffet m'avait déjà tendu des perches, et du coup, je me disais, bon ben voilà, si j'arrive à aller au bout du projet, voilà, ce serait peut-être rigolo de le raconter. Donc effectivement, j'ai pris des notes, j'ai fait un carnet de voyage, et puis je me suis retrouvé finalement avec 4 gros carnets où je racontais toutes les anecdotes, surtout tous les noms des gens que je rencontrais, leur âge, les lieux-dits, enfin voilà quoi. Je voulais que ce soit le plus précis possible. Et dans Rencontre, t'en fais un paquet, hein. T'en fais pas mal quand même, hein. C'est le but aussi. Ouais. Même si malgré l'interdiction de voler près de la frontière chinoise, j'essayais le plus possible de ne pas aller dans les gros villages. À chaque fois que je voyais un berger, Ouais. même s'il avait des chiens, j'insistais et j'essayais d'aller à sa rencontre. Tu peux nous expliquer comment, parce que je t'ai entendu la radio avant de venir ce matin, et comment tu peux m'expliquer comment tu t'es créé, tu t'es construit, parce que là, c'est la paix pour toi, t'es zen, t'es un montagnard, bon, les montagnards en général, mais en toi, tu as l'air d'avoir une paix intérieure qui fait que, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui fait que tu cherches un peu un message d'apaisement, tu cherches dans la montagne quoi, et le parapente, ça t'amène, voilà, c'est assez particulier, parce que je t'écoutais bien à la radio, et je suis venu ici pour Il y a voir un quand petit même. côté Jonathan Wilson de Goéland. Voilà, non mais c'est assez surprenant, parce que souvent il y a à l'heure actuelle, il y a tellement des tensions, de la nervosité, et là, tu as l'air d'apaiser par ton comportement, par toi, les gens qui t'ont frappé, à la limite, tu n'en veux pas du tout, c'est dans les choses, c'est comme ça, bon ben, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu déceptionnel, je sais pas, mais quand même, voilà. C'est très gentil. Bah oui, mais c'est très gentil, mais c'est à souligner, disons. Je sais pas pourquoi j'ai peur comme ça de la guerre. J'ai très très peur de la guerre et j'ai envie qu'on continue à vivre en paix le plus longtemps possible et que nos enfants vivent aussi en paix. Et je vais essayer de ne pas m'engouffrer dans un truc que je ne maîtrise pas. Mais quand j'ai commencé à songer à ce projet de traversée intégrale de l'Himalaya, je savais pertinemment que j'allais traverser des pays musulmans, des pays hindouistes, des pays bouddhistes. Et puis, ce que je ne savais pas, c'était que tout au bout, là-bas,
au Sikkim, et puis de l'autre côté du Bhoutan, en Arunachal Pradesh, la religion prédominante, c'est le protestantisme. Et c'est sans aucune prétention, hein, je ne suis pas un messie pacifique, machin, etc. C'est juste, moi, je suis super content de raconter une belle histoire d'un bout de bonhomme qui s'est trimballé avec un bout de chiffon au-dessus de la tête, et puis un bout d'instrument de musique, et puis qui a traversé tous ces pays-là, et puis qui est revenu entier, avec la banane, et plein d'anecdotes à raconter. Ça me fait super plaisir, j'en ai conscience, et puis je suis super content de le faire partager. Et d'ailleurs, dans le film qui accompagne ce livre-là, qui s'appelle Blutch, qui a été réalisé par mon copain Nicolas Alliot. Mais tourné entièrement par toi. Alors ouais, bah, c'est moi qui ai filmé comme j'ai pu toutes les images, mais je trouve que mon copain a super bien cerné le personnage parce que finalement je trouve que c'est ce qui ressort du film. Et en image, je trouve que ça ressort bien. Si le livre, ça ressort bien, je suis très très fier. Mais en tout cas, en image, sur un film de 50 minutes, on se dit, waouh, il y a beaucoup de gens qui me disent, waouh, comme ça donne envie d'aller voir au Pakistan, ou en Inde, ou au Népal. Donc ouais, c'est une fierté. Après, je ne sais pas. Oui, non, oui, je veux faire croire aux gens que tout va bien. Moi, je ne te voyais pas, je t'écoutais à la radio, je ne te voyais pas, je t'écoutais. Et la voix faisait que la personne posait des questions, et c'était. Voilà. Et après, ben, je n'ai pas vu la photo, hein, je ne connaissais pas. Et après, j'ai vu la personne, et j'ai dit, bah là, ça. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Bon, c'est peut-être la montagne aussi, hein. Peut-être que ça change aussi les gens, mais voilà. Mais par contre, je suis un terrible égoïste. Hein. Oui, dans l'interview, dans le livre, on parle aussi de cet égoïsme. Mais je crois que tous les montagnards sont égoïstes. Les grands montagnards sont égoïstes. Autrement, ils ne feraient pas des espoirs. Rétrospectivement, quelle est la part de chance que vous accordez à la bonne fin de cette aventure? De chance. Mais si je peux lire le passage où tu as eu plus de chance là. Non, ce serait quand même vachement plus facile de parler devant un verre de rouge. Aucune. Aucune, pour de vrai, aucune. C'est peut-être de très prétentieux, mais j'ai eu mon lot de galères. Je m'y attendais, je m'y étais préparé. Franchement, c'était un défi. J'ai passé 6 mois à récolter mes visas, essayer d'avoir des pseudo-autorisations, à aller avoir des contacts avec un agent au Tadjikistan en cas de galère. J'ai même pas réussi à l'appeler, on va être confisqué, mais j'avais tout préparé méticuleusement, mais avec les moyens que j'ai. Voilà, je connais pas des gens super importants partout non plus. Et du coup, et puis j'avais envie aussi qu'il y ait ce côté complètement d'improvisation et que l'aventure, et c'est ça le mot aventure. Bon, mais le berger aurait pu choisir l'option de vous ramener mort plutôt que vif. Ouais, mais tu l'as lu le bouquin? Non. Tu l'as pas fait. Non. Il y a un moment donné où j'ai 2 possibilités. Soit je saute dessus parce qu'il est en train de recharger et j'ai 5 secondes devant moi avant qu'il recharge, et puis je le prends par surprise et je le démonte. Non mais enfin, je veux dire, parce que si c'est un brigand, il faut que je l'agresse, quoi. Je suis pas Mike Horn, je sais pas me battre, mais c'est sûr que je le prends par surprise. Hein. Mais il y a eu d'autres dangers quand même. Et puis après, une fois qu'on me prend pour un espion, c'est presque quand je suis ma chambre, parce qu'ils m'ont proposé une chambre dans un hôtel 8 ou une cellule à la prison. Je dis, je vais prendre la chambre. Et du coup, pendant les 4 jours d'interrogatoire, c'était presque, c'est con à dire, mais c'était presque grisant.
qui me prennent pour James Bond. Et de leur prouver que je suis pas James Bond, c'est presque gris. Mais pour de vrai. C'était flatteur. J'avais rien à cacher, à part mon deuxième passeport. Et j'avais rien à cacher. Donc, quelque part, c'était presque. Allez-y, cuisinez-moi. On va voir qui c'est qui. Et c'est ce que je dis à mon enquêteur à la fin. Il me dit allez, je te prends un taxi, tu dégages. Et je dis c'est bon, t'as compris quoi. Je peux pas. T'as vu le guignol que je suis, je peux pas atteindre à la sécurité nationale. Il me dit toi T'es très fort. T'es très très fort. Ou t'es très très con. Et tu vois, mais du coup, j'adore le jeu psychologique. J'adore baratiner, j'adore parler, j'adore raconter. Et c'est le côté humain. La veille que je franchisse la frontière pakistano-indienne, il y a sur 2500 km de frontière entre l'Inde et le Pakistan, depuis la partition en 1947, il y a un poste frontière, juste à côté de Lahore. Ça s'appelle Wagah d'ailleurs, c'est rigolo, pour un parapentiste. Et ben, ce jour-là, j'étais la seule personne à passer. Du côté indien, mais dans l'autre sens, il n'y avait personne non plus. Il y avait eu un attentat la veille. Et mon copain à Islamabad m'a dit casse-toi, ils vont fermer la frontière. Ça, tous les coups, tu vas te retrouver coincé. Je suis allé passer la frontière, et là, forcément, je suis avec mon étui de violon. Forcément, c'est une mitraillette, quoi. On me l'a fait ouvrir. Mais on me l'a fait faire ouvrir 3 fois, et à chaque fois, ils ont enlevé l'écran de sécurité, ils sont comme ça et tout ça, et moi je suis mort de rire, je les regarde avec un grand sourire, j'ouvre mon violon calmement, pas de faux gestes, stop, j'ouvre, je dis vous voulez que je vous en joue un morceau? Dégage, c'est rigolo, et la par chance, non, je sais pas, enfin la par chance, oui, la par chance peut-être, ce qui est arrivé à Pierre-Naville, ouais, j'y pensais tout à l'heure en descendant en voiture, et je disais, ah ouais, quand même, il y a une par chance. Il y a forcément un jour où on a un coup de pas de bol. On a plein de copains qui ont eu des coups de pas de bol. Mais Et je vais lire là ton crash. T'as eu un crash quand même. Mais quand même, Il y a eu un crash. il y a eu quelque chose. Non, il n'est tout simplement pas possible d'imaginer redécoller de la pente herbeuse et vertigineuse de mon crash. Redécoller avant que les thermiques ne s'essoufflent et m'échapper de ce guêpier. Non, je n'en ai pas la force, je ne veux pas, j'ai peur. Il n'en est pas question. D'un autre côté, ne serait-ce pas le seul moyen de ne pas rester traumatisé du vol à jamais? Je remonte avec mon sac lentement vers la pierre de la désolation. Je rumine ma décision d'avoir décollé après 1 heure de violon avec une légère brise arrière, mon choix de visser cette pompe dangereuse contre la falaise. C'est ma première chute en parapente. L'inacceptable s'est produit. Je suis un véritable connard, égoïste. Je suis blessé intérieurement. Je n'ai pas respecté mon unique règle d'or, garder toujours de la marge. Je me suis fait avoir comme un bleu, je suis un minable. Et maintenant, tu fais quoi? Tu ne vas pas planter ta tente dans une pente d'herbe à 40 degrés? Alors, tu la prends cette décision? Je hurle tellement fort intérieurement qu'un aigle apparaît et remonte ma paroi. Je n'ai d'autre issue que de faire comme lui. C'est le royaume de ceux qui savent voler. Je dois préparer ma voile méticuleusement dans cette pente beaucoup trop raide pour imaginer un décollage avec un sac de 35 kg sur le dos. Je n'ai même pas le droit d'avoir peur. De ne pas tenter ce décollage dans cette solution est indiscutable. C'est ma seule porte de sortie. Pendant la longue demi-heure de préparation, aucune rafale violente ne vient perturber ma concentration. Comme la toile glisse sur l'herbe, je dois caler le bord de fuite avec des pierres. Et si j'en place trop en avant, elles me perceront la tête lorsque la voile se gonflera. Je desserre au maximum les bretelles du sac pour que mes épaules s'en libèrent aisément dès que je serai en l'air. Rien ne sera laissé au hasard, mes gestes sont précis. Je n'aurai qu'un essai. Il n'est pas envisageable d'interrompre une prise d'élan sur une piste aussi courte et raide. Je suis en équilibre sur les talons tel un plongeur d'Acapulco au bout de sa planche. J'attends un signe, le détail qui tranchera ma folle décision. Une légère brise aiguise déjà mes oreilles. Je patiente pour qu'elle se renforce afin d'optimiser le gonflage des caissons et sa mise en tension. Feu, je me jette à l'eau. Là, t'as eu chaud quand même. oui, mais oui mais non. Oui mais non, parce que finalement, après là, ça va être un petit peu du baratin technique parapente, mais je fais un vrac. Ce qui peut arriver, ce qui est pas tolérable
prétend vouloir traverser l'Himalaya en parapente, mais je fais un vrac, et bon, j'en ai fait 3 de toute la traversée. Un vrac, c'est quoi? C'est le parapente. Le parapente, c'est un bout de chiffon qui est gonflé. Donc il rentre dans des vents qui cisaillent et puis il peut se déformer, il peut carrément se dégonfler complètement suivant la rafale de vent qui vient perturber la structure bien arrondie du parapente. Et donc, c'est pas tout de suite la chute. Un vrac, c'est le parapente qui se referme, mais nous, le parapente il se referme, mais nous, on est toujours en train d'avancer, quoi. Donc à un moment donné, le parapente, il veut se regonfler, et donc il se rouvre, et là, il chute devant. Jusque-là, tout va bien, à part que quand il chute devant, ben, il s'est rouvert avec un demi-tour. Donc quand il s'est rouvert, j'étais à 15 mètres de la paroi, et donc le parapente s'est gonflé, et j'allais droit vers la paroi. Donc, comme je maîtrisais mon parapente, je me suis dit, j'ai la place pour faire un virage. Passez pas. Et au dernier moment, je me suis dit non, ça va pas passer, je vais impacter toutes mes forces dans la paroi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré sur mes ficelles et j'ai dégonflé volontairement mon parapente. Et là, ce qui se passe, c'est rebelote, exactement la même chose. Donc là, mon parapente, j'étais en train de faire mon virage, j'ai tiré mes ficelles, le parapente s'est dégonflé, et moi j'ai fait là, je suis arrivé à 2 mètres de la paroi, et pied devant. Et puis là, quand on est en décrochage comme ça, qu'on maintient le décrochage, le parapente, il chute mais légèrement en marche arrière. Donc la paroi qui était en face de moi, je m'en écartais, mais je ne pouvais pas relâcher les commandes parce qu'autrement il allait se regonfler et j'allais retaper. Et même si tout se passe très très vite, dans ta tête, tu sais à quelle vitesse tu chutes en décrochage. C'est pas un truc abominable. Les parachutistes pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils chutaient à la même vitesse que nous quand on est en décrochage, à 8 mètres par seconde. Dans ma tête, quand je suis là en décrochage en train de me dire merde, je vais aller taper le pied de la paroi, je sais que je vais impacter à 8 mètres par seconde et que si je fais un beau roulé-boulé, je peux m'en sortir. Il y a tout ça, ça se passe dans la tête, quoi. Sous la paroi, il n'y a pas? Ben, il y a une pente d'herbe. Voilà. Bon, après, il peut y avoir une deuxième paroi, mais du coup, j'impacte la pente d'herbe au pied de la paroi et je fais un énorme roulé-boulé, quoi. Mais j'en suis pas du tout fier, mais quand je dis qu'il n'y a pas le côté chance, c'est que il y a un sacré contrôle. Il y a beaucoup d'analyse, il y a beaucoup de contrôle, même dans les pires galères qui puissent arriver, quoi. Et qui se passent très très vite. Et tu perds jamais son sang-froid, quoi. C'est ça qui est génial, parce que... Bah tu peux pas baisser les bras, t'as pas envie d'aller taper la paroi. Bon, puis sinon, il y a beaucoup de rencontres. Alors moi, je ne vais pas toutes les lire, parce qu'il y en a tellement, mais je vais en lire juste une qui est assez incroyable. C'est vers la fin, là, quand tu es en Inde. Apkanam, mi Jean-Yves. Je répète cette fois en anglais. Milan me répond. Il connaît les expressions courantes en anglais. J'en sais moins en népali. Il a 14 ans, mais fait la taille d'un enfant de 12 ans. Son frère, Vijay, et sa sœur Mika se sont rapprochés à leur tour. Timidement, ils ont respectivement 10 et 8 ans. Ils sont eux aussi vêtus de fripes. Je confie ma caméra à Milan pour qu'il me filme en train de ranger mes affaires dans cet endroit improbable, unique. Kobala ne figure pas sur les cartes. Il n'y a qu'une habitation au toit de chaume. Des tôles bleues, c'est pour abriter l'unique vache. Milan m'apprend que le premier village se trouve à 2 jours de marche vers le bas, que leur école et le premier voisin sont à 2 heures plus haut au hameau de Paquet à 2600 mètres. Pour le moment, ils ne vont plus à l'école. Mon altimètre indique 1600 mètres. J'hallucine et lui fais répéter pour être sûr d'avoir bien compris que l'école se trouve 1000 mètres plus haut. Je demande à Milan, où sont tes parents? Ama, Babou? Je ne comprends pas la réponse, mais quelque chose cloche. Nous remontons vers la Sente, traversons le pont en rondin couvert de mousse glissante. L'eau de la cascade éclabousse la construction sommaire. Elle a creusé une belle piscine naturelle. Nous nous dirigeons vers l'habitation à quelques mètres de là. Les poules et leurs nombreux poussins sont en liberté. Je compte 3 chèvres, 4 canards, une vache, un coq et un chat. La frimousse d'un 4e gamin dépasse au coin de la maison. C'est Prakash, le plus jeune, il n'a que 6 ans. Tout est trop calme. Je pose mon sac sur la petite terrasse et réitère ma question, j'insiste. La maman dans la maison? Le papa dans la forêt? Milan, cette fois, a compris que nous avions des problèmes de communication. Il m'explique que leur maman est très malade, que leur papa l'a accompagnée à Katari, dans un grand hôpital, à 1 semaine de marche et de jeep d'ici. Je suis bouleversée. Ces 4 enfants vivent au bout du monde, en autarcie totale. Milan s'occupe sagement du détail, du jardin, des repas, de ses frères et sa sœur. Le plus jeune a 6 ans, il n'en a que 14.
C'est incroyable ça, cette rencontre comme ça. Ouais. 4 enfants tout seul. T'atterris, Ouais. toi, tu arrives du ciel. Ouais. Non, je sais pas si c'est incroyable, c'est bouleversant. Bah, oui. Après, ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'ils m'accueillent et qu'ils s'occupent de moi toute la soirée. Et ils me font le repas, ils me font le petit-déj. Ils m'ont même dit quand il fallait que j'aille me coucher, parce qu'il était tard et que j'allais avoir une grosse journée le lendemain. Avec un sourire énorme. Ils n'avaient rien. Et ils dégageaient une énergie positive, enfin une énergie, comment dire, communicative et puis de joie incroyable, quoi. Je pense que ça faisait 2 mois que les parents étaient partis, c'est la première personne qui arrivait au milieu de la jungle leur rendre visite et le mec il arrivait par le ciel, quoi. Donc c'était complètement barge. C'était complètement barge et c'était abominable parce que moi je commençais aussi, donc ça c'était pas en Inde, hein, c'était à la fin du Népal et ça faisait 3 mois que j'étais parti et donc je pense forcément beaucoup aussi à ma petite famille et je sais pertinemment que je suis que de passage. Donc ces gamins-là, j'ai pas à m'en occuper et que le lendemain matin je vais repartir. Et même si je peux me rassurer faussement en disant qu'ils sont heureux de vivre, je suis un horrible salopard de repartir, mais je le fais. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'un an avant, en fait en 2015, ça c'est une aventure que j'ai réalisée en 2016. En 2015, le 25 avril, il y a eu le tremblement de terre. Et moi j'avais prévu de faire la traversée de l'Himalaya en 2015. Et en fait, on a passé l'année à récolter de l'argent et à aller dépenser chaque centime là-bas au Népal. On a reconstruit une école entière, on en a retapé une autre, on a refait le réseau d'eau potable dans un village et c'était tout simplement génial d'aller revisiter en 2016 les gens qu'on avait aidés. Mais là, ces gamins-là, je ne pouvais pas les aider. J'aurais laissé des petits cadeaux, mais je ne pouvais pas, tout simplement pas les aider parce que moi, je voulais aussi continuer et puis rentrer chez moi. Voilà. Mais c'était, oui, puis en plus tu étais vraiment arrivé par hasard, de passage. T'imaginais même pas qu'il puisse être là, de toute façon. Non, en fait, j'étais en galère, pris dans des fortes brises de vallée. Et puis, j'ai vu dans ce grand cirque de jungle, j'ai vu une tôle bleue. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être une habitation. Et je me suis posé au milieu de la végétation, mais un peu n'importe comment. Et puis voilà, quoi, il y avait ces 4 gamins qui étaient là. Donc c'était une très belle rencontre, mais je pense que quand j'aurai la sagesse, j'ai déjà les cheveux blancs, je regarde les gens qui ont les cheveux blancs dans la salle, mais quand j'aurai la sagesse, je saurai peut-être mieux en parler, parce que pour le moment, je peux juste dire que je ressens un terrible sentiment de lâcheté. De culpabilité, non? Pas spécialement, non, je culpabilise pas, non. Je peux pas, je pleure pas tous les soirs, tous les gens qui sont malheureux sur cette planète, mais ces gamins-là, je les ai vus, quoi. Et puis ils m'ont accueilli, ils ont été hyper généreux avec moi, quoi. Et du coup, ils n'ont pas voulu me laisser monter ma tente. Ils voulaient que je dorme à l'intérieur. Le petit pracache, j'ai vu sur mes genoux toute la soirée pendant le repas et il voulait absolument dormir contre son papa d'adoption. Je lui ai dit non, là c'est pas possible, ça. C'est pas possible, t'as 6 ans, c'est pas possible. J'ai tiré ma natte à l'autre bout de la pièce, il pleurait. Mais il avait besoin oui. d'un adulte. Non, c'était terrible cette rencontre. C'était vraiment incroyable. Je préférais jamais les rencontrer. Ouais. Je rigole. Donc ça t'a transformé quand même de tout. Bon, le fait de ton histoire en parapente et tout, mais en tant qu'homme, je pense que les pays comme l'Inde ou le Népal, ça t'a transformé quand même un peu, non? C'est terrible. À l'intérieur. Non, oui, non, mais c'est terrible. C'est terrible. J'en ai conscience tous les jours et tous les jours je me dis, mais est-ce que je vais être un jour capable de revivre aussi égoïstement qu'avant ce voyage-là?
Ouais, c'est Non, ça. c'est ouais, pour de vrai. Une prise de conscience. Ouais, c'est. Non, je sais rien. Je sais pas, ouais. Je sais pas si c'est une prise de conscience, mais il y a un espèce de truc là qui Un se avant, passe. un après. Ouais, il y a un avant et un après. Comme on dit, paraît-il que l'Inde, quand on y va une fois, on ne revient plus le même. Même si on ne fait pas des espoirs comme tu as fait, on est bien d'accord. Oui. Après, j'ai beaucoup de mal avec la culture indienne parce que je trouve justement qu'ils attachent pas du tout la même. Qu'ils attachent pas du tout la même valeur que nous occidentaux à notre intégrité physique. Les Indiens n'en ont rien à cirer des bras en moins ou de la misère, ou je sais pas si c'est le système de caste qui fait ça, mais ils sont très sympas, on est super bien accueillis, mais il y a vraiment un problème de valeur qu'on attache à notre corps, quoi. Et au Népal, il n'y a pas ce problème-là. Au Népal, les gens, ils font, même s'ils sont autant dans la misère qu'en Inde ou au Pakistan, ils n'en ont pas rien à foutre de leur corps. Quand ils ont un gros doigt de pied super infecté, et ils viennent et ils nous demandent qu'on leur donne des antibiotiques, qu'on les soigne, qu'on les désinfecte, machin, etc. L'Indien, on s'en fout, il va attendre que son pied il tombe. Non mais j'exagère, mais c'est un petit peu ça. Et du coup, c'est vrai que l'Inde, l'Inde me bouleverse. Par contre, le Népal, et puis le Pakistan, ce sont vraiment mes pays de cœur. Ouais. C'est vraiment des pays de cœur parce que c'est des gens qui ont la joie de vivre, parce que c'est des gens qui Parce que c'est pas qui du tout la même échangent. religion non plus, je pense. Ouais. Mais... Le bouddhiste et le bouddhiste, c'est pas quand même. Enfin, en tout cas, c'est un livre à découvrir, une belle aventure bien écrite. Un petit côté aussi, comment ça il y avait un autre, ça fait un peu penser aussi à certaines histoires un peu oniriques sur ce personnage qui arrive comme ça du ciel, surtout avec ses enfants ou avec d'autres rencontres. Et à un moment donné aussi, tu rencontres je sais plus où c'est, où tu rencontres ces gens qui vont faire qui vont abattre une chèvre, faire un sacrifice. Enfin bon, il y a 2-3 histoires comme ça qui sont... On a l'impression que ça me fait penser au Messie, les récalcitrants, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Un pilote d'avion qui atterrit comme ça dans des endroits improbables. C'est un peu tu viens du ciel, quoi. Ouais, après j'ai... Dans la symbolique, c'est intéressant aussi. Ouais, peut-être dans la symbolique, mais dans la réalité, finalement, ça me faisait marrer au début d'atterrir dans les villages ou à proximité des villages et puis de profiter de l'hystérie des gens qui n'ont jamais vu un parapente arriver dans leur village. Et finalement, pendant cette traversée-là, c'était mon 3e voyage en parapente bivouac, je allais me poser à l'écart des villages et puis je me pointais en randonneur. Parce que finalement le côté on arrive en parapente et tout le monde est hystérique et puis c'est pas aussi bien que d'arriver avec son sac à dos et puis son violon et sa banane et puis de voir ce qui va se passer. Colporteur. Ouais. C'est trop de la triche d'arriver en parapente. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, hein, avant qu'ils s'envolent. Qu'est-ce que tu nous as amené là? Non, c'est quelques photos. Donc il y a un film aussi que les gens peuvent voir, qui s'appelle Blotch. Hein? C'est quelques photos un petit peu de tous les pays. Ouais. Et puis voilà. Et puis, t'as fait des photos. Et puis ça, c'est les aquarelles de mon frangin, parce que j'ai mis une pression terrible aux éditions Guérin, parce qu'ils ne voulaient pas des aquarelles de mon frangin pour illustrer les débuts de chaque chapitre. Je dis, je m'en fous, je ne commencerai pas à écrire si jamais vous ne savez pas les chapitres. Et il avait fait parce qu'en fait, sur mon blog, chaque photo qu'il trouvait sur le blog, parce que des fois on a du réseau, et puis on a du wifi, même en Himalaya, dans des villages reculés. Et du coup, j'alimentais mon blog avec des photos, le blog par abondance. Et puis mon frangin prenait les photos qui lui semblaient épiques, machin, et puis il faisait des aquarelles. Et puis, ça c'est le chaman qui m'a exorcisé en haut d'une colline en Inde. Ça c'est le Kanchenjunga vu depuis le Baredunda, c'est un petit sommet au nord du Sikkim.
Et puis ça, c'est en Inde avec des énormes cumulonimbus derrière, avec mon et ma tante. Et puis il avait fait des aquarelles couleurs. Et finalement, le deal avec les méchantes éditions Guérin, qui ne voulaient pas des aquarelles fantastiques de mon frère, c'était de faire des aquarelles noir et blanc. Il faut regarder le lecteur dans un récit noir et blanc. Et puis voilà, ça c'est les originaux, et il y en a plein d'autres. Il y a des super érotiques aussi. En fait, tu as un frère et toi, tu es Vosgien, c'est ça? Oui. D'accord, tu es comme ça. Parce que c'est pas le métier de mon frère est éleveur de chèvres, il vend du fromage dans les loges. Voilà, et j'avais envie de l'impliquer dans ce projet-là parce que c'est mon frère chèvre. Et là, donc, au départ, tu étais tout seul au départ, ou tu avais une équipe comme les ascensions dans les Himalayas où il y a 30 personnes, des Sherpas, du matériel, tout un truc pas possible. Là, ça n'avait rien à voir. Alors, je suis parti tout seul comme un grand. Parce que c'est sûr que si j'étais sponsorisé par Nissan ou Red Bull ou je sais où Rolex, peut-être que j'aurais pris une grosse assistance, mais d'une part, je n'ai pas les moyens, et en plus, je voulais vivre une vraie aventure. Je voulais vivre une vraie aventure en partant tout seul à l'inconnu. Et ça me faisait vraiment vibrer de faire ça tout seul, archi tout seul, sans aucune assistance, en autonomie, en me ravitaillant bien sûr auprès des locaux. Et voilà. Mais non, le film, c'est pas un documentaire du National Geographic ou de Discovery Channel. C'est pas un mec qui mange des lézards parce qu'il est filmé par une équipe de tournage et qui les recrache. C'est un mec qui essaye tout simplement de raconter ce qu'il a vécu. Vous avez pris des risques quand même. Je pense à Doroné, il y a une trentaine d'années, qui avait tenté la traversée Taïwan, Chine en planche à voile. Ça n'a rien à voir, mais je pense à ce cas-là. On est à peu près certain qu'il s'est fait descendre par une vedette chinoise. Alors là, vous avez traversé des zones très en conflit. Vous auriez pu vous faire descendre par des, je ne sais pas, des douaniers, par des militaires, quoi. Le Cachemire, finalement, je ne l'ai pas chatouillé. Hein. Pardon ? Le Cachemire, je ne l'ai pas chatouillé. Hein. Je me suis arrêté à quelques kilomètres de la frontière du Cachemire-Azad, de l'Azad-Cachemire, pardon. Après... Et du coup, tu as fait comment? Juste pour... Eh ben non, en fait, finalement, je suis reparti du nord-ouest du Pakistan, donc du côté de Sost. Et puis, j'ai traversé le Pakistan de Sost jusqu'aux portes d'Islamabad. Donc, tout en bas de la vallée de Kagan, en fait, à la fin des montagnes. Mais en longeant le Cachemire. Et finalement, toutes les frontières, j'en ai pas passé une seule en l'air. Hein. Je les ai toutes contournées sagement pour aller chercher un vrai poste d'immigration et avoir un tampon de sortie et un tampon d'entrée dans mon passeport. Hein. Et après, bien sûr, au Népal, il y a plein de camps militaires, mais les Népalais ne tirent pas sur les parapentistes. En Inde, finalement, en allant de Dharamshala jusqu'à la frontière népalaise, le Ladakh, le Zanskar, ils sont bien au nord, donc là je suis quand même assez loin de la frontière chinoise. Et puis après, quand je suis pas très loin de la frontière chinoise, et où il peut y avoir un imbécile d'Indien qui me tire dessus, il y a quand même entre moi et la Chine, il y a la Nandata Devi, il y a l'Irwal, il y a le Trizoul. Mais vous étiez assez sud. Ouais. Donc j'étais pas dans des zones de conflit, j'ai pas été joué là où il y a la guerre. Ça aurait été certainement une énorme connerie, et peut-être que j'en serais pas du tout fier, de survoler le fameux corridor de Wakhan, parce que ça c'était une connerie. Mais c'est certainement mon prochain projet, c'est d'aller voler au corridor de Wakhan, sans aller jouer avec la frontière tadjik et sans machin, mais de faire un voyage purement parapente, là-bas dans le corridor de Wakhan, parce qu'il n'y a jamais eu un attentat, parce qu'il n'y a pas de talibans dans le corridor. Les randonneurs ne sont pas la bienvenue actuellement. À Wakhan ? Je ne sais pas les informations que j'ai. Non, j'ai un copain qui bosse dans une ONG et qui va faire du parapente tous les week-ends dans le corridor de Wakhan. Mais pour de vrai. Non, mais pour de vrai. Et du coup c'est pas facile d'avoir des vraies informations. Bon, c'est aussi lui qui m'avait dit de survoler le corridor de Wakhan.
Il n'y avait aucun souci. Ouais, je suis aussi vosgien d'origine. Mes salutations. En vous écoutant, en vous écoutant, j'ai le sentiment que vous avez été un peu reçu, un peu comme un extraterrestre. J'ai été en Asie, j'y suis souvent, j'ai pas votre chance, j'ai aucune technique, ni parapente, etc. Je fais des randos au sol, au Ladakh, j'ai fait le tour des Annapurna aussi. J'ai pas du tout le même sentiment que vous. Pourquoi? Votre chance inouïe, exceptionnelle, là, on a entendu un récit comme on en entend rarement, c'est que vous venez du ciel. Vous atterrissez dans des endroits qui sont peu habités et peu touchés par l'argent, par le tourisme, par l'extérieur. Ça vous donne un aperçu qui est fabuleux, mais un petit peu féerique. Ma réalité, c'était celle de rencontrer des gens qui pouvaient me raqueter au Népal, des terroristes maoïstes. C'était aussi au Cachemire des guérillas comme on en avait il y a un mois à Paris. Et c'est surtout une obsession de l'argent, du commerce, d'essayer de récupérer un uniforme de l'école de ski de Chamonix. Des discussions interminables dans le tour des Annapurna, autour d'essayer d'avoir un anorak, etc. C'est aussi des villages qui sont déplacés pour les mettre au niveau des treks des touristes. C'est aussi ça la réalité. Et ça vous donne un tout autre regard. C'est en aucun cas une critique, hein. Je trouve formidable ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Mais je dis, ça vous donne un regard sur l'Asie qui est aux antipodes de ce que je peux vivre dans les grandes villes, à Delhi, même Ladakh, la rapidité avec laquelle l'Leh s'est transformé, vous devez connaître, au tourisme, c'est toute une dimension que vous ne pouvez pas avoir eue et qui n'est que complémentaire, ce qui n'enlève strictement rien à l'exceptionnage de votre aventure. Mais je suis pas d'accord quand même. Heureusement. Non, je suis pas d'accord quand même parce que tu peux aller voyager au Népal et ne pas aller dans la vallée de l'Everest, autour des Annapurna et dans le Langtang. C'est les trois endroits qui sont surfréquentés. Mais ces trois vallées, elles représentent quoi sur la carte du Népal? Le Népal, il fait 800 km. Et je veux dire, ces trois petites vallées, alors forcément, ouais, le tour des Annapurna est pourri par l'industrialisation du tourisme. Et puis le Khumbu aussi, bien que... Parce que finalement, je trouve que oui, effectivement, dans ces zones super touristiques au Népal, il y a même pas la moitié d'enfoirés. Même pas. Non, mais il n'y en a même pas qui vont être chiants, qui vont être lourdingues pour t'avoir dans son lodge, ou qui sont vraiment dans le mode business. Mais après, tu vas dans les Langpu, tu vas à côté du Langtang, juste en face des Langtang, là tu prends la même route, c'est à 5 heures de route de Katmandou, tu vas dans le Tamang Héritage, tu vas à Naktali, mon village de cœur, la petite Suisse, le plus bel endroit de la planète. Et les gens, ils sont pas du tout dans l'agressivité, dans le business, dans le machin, etc. Bon, je te prends l'exemple là juste du Népal, mais après en Inde, je sais pas, moi je suis pas d'accord. C'est pas que l'agressivité, c'est aussi le fait que la conversation, la relation est totalement transformée et que tu es perçu comme quelqu'un d'extraordinaire. Tu tombes du ciel. Mais ça n'a rien à voir avec le touriste lambda qui cherche un hébergement, qui voit les porteurs, qui souvent utilisent des porteurs, et là tu vois de près la misère, la dureté de ces gens, des porteurs au Népal, qui meurent à 40 ans, et qui sont complètement exploités par les compagnies de touristes, et c'est ça l'essentiel de ce qu'on peut voir quand on n'a pas la chance exceptionnelle que tu as d'avoir ce regard de haut. Voilà, c'est pas une critique une fois de plus. C'est-à-dire que l'Inde se transforme en une rapidité exceptionnelle, et que c'est même tout le système des castes qui bouge et tout ça. C'est difficile de le voir quand on n'est pas dans les villes, quand on n'est pas aussi dans les villages et sur les chemins. Il faut un naturel super optimiste, hein, que vous avez. La preuve, c'est que votre réalisation est unique. C'est la meilleure preuve.
Super optimiste vous êtes. Oui, mais après, chaque fois que j'ai voyagé avant dans tous ces beaux pays, j'ai fait des rencontres incroyables en étant piéton. C'est pas le problème. Ouais. Tu es Je quand suis même moins un sensible, professionnel. je suis moins sensible quand je suis confronté à la misère d'un adulte que des gamins. Mais non. On pourrait parler, on pourrait en parler toute la nuit de la condition des porteurs au Népal, hein, mais... Non, mais c'est aussi des enfants. J'ai rencontré des enfants seuls, bergers, qui cuisaient leurs 3 ou 4 pommes de terre, mais qui étaient malheureux. Ils étaient seuls. Moi aussi, j'ai fait la même expérience que toi, à cette différence près, que je n'arrivais pas du ciel avec ce magie, si tu veux. Non, parce que j'en profite pas, J'étais- ça. Je sais pas... En tout cas, au-delà de l'exploit sportif, parce que pour moi c'est quand même un exploit sportif aussi, de traverser l'Himalaya, c'est aussi un super beau livre, un livre attachant parce que il se dévoile complètement. Tu cherches pas à paraître ou à être quelqu'un d'autre, il y a une sincérité incroyable, même par rapport à ta famille, par rapport... Tu dis vraiment les choses telles qu'elles sont et franchement, ça fait plaisir de lire des livres aussi sincères. Je suis Voilà. un manipulateur. Tu es un manipulateur sincère. Merci beaucoup. Vous connaissez? Et voilà. Non, c'est le vrai violon qui a traversé. Mon papa l'a rafistolé une dernière fois, puis il lui a mis des cheveux et des sourcils. C'est le vrai violon. Mais il n'y en avait pas pendant le voyage. Non.